Bienvenue dans Idées larges, le podcast où nous explorons les grandes questions de notre époque avec curiosité et nuance. Je suis Kaé et aujourd'hui nous abordons un sujet qui affecte des millions de personnes, l'impact de la solitude sur notre santé mentale. Vivons-nous une épidémie de solitude ? Comment distinguer la solitude choisie de l'isolement toxique ? Et comment cultiver une connexion authentique ? Les réponses sont plus nuancées qu'il n'y paraît. Voici un paradoxe fascinant. Nous vivons dans le monde le plus connecté de l'histoire, avec des milliards de personnes sur les réseaux sociaux. Et pourtant, les taux de solitude ont doublé en 20 ans. Les jeunes sont plus connectés numériquement, mais plus isolés émotionnellement que jamais. Qu'est-ce qui se passe ? La vérité, c'est que la connexion numérique n'est pas la même que la connexion humaine. Vous pouvez avoir 10 000 followers et vous sentir complètement seul. Vous pouvez être dans une pièce pleine de gens et vous sentir isolé. La solitude n'est pas l'absence de personne, c'est l'absence de connexion authentique. Il y a deux types de solitude radicalement différents, et il est crucial de les distinguer. La solitude choisie, ou ce que je préfère appeler la solitude bénéfique, c'est un état volontaire, vous êtes seul mais non pas isolé. C'est quand vous vous retirez pour réfléchir, créer ou recharger vos batteries. C'est quand vous méditez, quand vous promenez seul dans la nature, quand vous lisez un livre. Cette solitude est nourricière, elle renforce votre connexion à vous-même. Ensuite, on a l'isolement toxique. C'est une solitude subie, involontaire. C'est quand vous vous sentez déconnecté, même entouré de gens. C'est quand les barrières émotionnelles ou sociales vous empêchent de connexion authentique. C'est quand vous êtes seul et que vous vous sentez malheureux. Cet isolement est dommageable pour la santé mentale. La différence n'est pas la présence ou l'absence de personne, c'est votre agentivité, votre choix. La recherche est claire, l'isolement social prolongé affecte votre santé mentale aussi gravement que d'autres facteurs de risque majeurs. L'isolement chronique augmente les risques de dépression, d'anxiété et affecte même votre système immunitaire. Mais ici, c'est intéressant. Les chercheurs ont découvert que ce n'est pas la quantité de temps seul qui compte, c'est la qualité du contact social que vous avez. Une personne avec 3 relations profondément significatives peut être en meilleure santé qu'une personne avec 50 relations superficielles. Cela change tout. Cela signifie que la solution n'est pas de remplir chaque minute avec des gens, c'est de cultiver des connexions qui sont authentiques et nourricières. 3 facteurs expliquent l'épidémie actuelle de solitude. Le facteur 1, c'est la fragmentation numérique. Les réseaux sociaux nous promettent la connexion mais nous livrent l'illusion. Nous compilons nos vies en images curatées au lieu de partager nos vérités. Nous commentons mais nous ne conversons pas. Il y a une profondeur perdue. Le deuxième facteur, c'est l'atomisation sociale. Nous avons fragmenté nos communautés. Il y a 50 ans, les gens vivaient dans des villages, dans des familles élargies, dans des églises ou des clubs. Aujourd'hui, nous sommes des atomes dispersés, naviguant seuls, changeant de ville, changeant d'emploi. Nous avons gagné la liberté mais perdu la communauté. Facteur 3, la stigmatisation de la vulnérabilité. Nous avons créé une culture où on est censé avoir tout bien, où demander de l'aide est une faiblesse, où partager ses luttes est trop. Donc nous gardons nos secrets, nous souffrons seuls. Et paradoxalement, cet isolement était ce qui nous reconnecterait si nous osions le partager. Laissez-moi vous raconter 3 histoires de personnes qui ont traversé l'isolement. Mathieu travaillait dans une grande entreprise entouré de centaines de personnes, mais complètement seul. Il avait déménagé seul dans une grande ville à 25 ans, il n'avait pas d'amis proches et ses relations avec ses collègues étaient superficielles. Le point de rupture a été quand il a réalisé qu'il n'y avait personne à qui appeler si une crise se produisait. Il a pris une action radicale, il a rejoint un groupe de lecture, un groupe de sport et il a commencé à se faire bénévole. Pas tous en même temps, progressivement. 6 mois plus tard, il avait 3 amis proches. 1 an plus tard, son cercle s'était élargi naturellement. Ce qui a changé, ce n'était pas les circonstances, c'était sa volonté d'être vulnérable et d'initier la connexion. Sophie était mère au foyer, isolée à la maison. Elle avait quitté son travail pour élever ses enfants, ce qu'elle voulait faire, mais elle s'était perdue dans le processus. Elle n'avait personne à qui parler qui comprenait vraiment. Elle a trouvé un groupe en ligne de mères avec des enfants du même âge, ce n'était pas physique mais c'était réel. Cette connexion digitale l'a littéralement sauvé de la dépression. Antoine venait d'immigrer dans un nouveau pays et se sentait profondément seul. La langue était une barrière, la culture était différente. Il a commencé à fréquenter un café le même jour chaque semaine. Il a dit bonjour aux mêmes gens. Il a rejoint une classe de langue.
Progressivement, les visages inconnus sont devenus des amis. L'isolement n'a pas disparu du jour au lendemain, mais il s'est transformé en opportunité de croissance. Aujourd'hui, Antoine dit qu'immigrer l'a forcé à créer intentionnellement des collections alors qu'il aurait pu rester passif dans son pays d'origine. Comment se reconnecter? Voici 4 principes. Principe premier, la vulnérabilité calculée. Partagez quelque chose de réel avec quelqu'un de confiance. Pas vos secrets les plus profonds immédiatement, mais quelque chose d'authentique. Je me sens surpassé en ce moment. J'ai peur de faire cette présentation. Les autres répondent à l'authenticité. C'est comme une porte qui s'ouvre. Principe 2, l'intérêt réel. Écoutez les gens, vraiment écouter. Pas pour répondre ou juger, mais pour comprendre. Posez des questions profondes. Que traverses-tu en ce moment? Qu'est-ce qui te fait peur? Les connexions profondes se construisent sur l'intérêt mutuel et l'écoute active. Troisième principe, la présence physique. Autant que possible, privilégiez les connexions en personne. Un café, une promenade, un dîner. Il y a quelque chose dans la présence physique qui crée une intimité que les appels vidéo ne peuvent pas reproduire. Principe 4, la régularité intentionnelle. Ne laissez pas les connexions à la chance, programmez-les. Nous nous voyons chaque jeudi, nous nous appelons le dimanche. La régularité crée la familiarité et la familiarité crée le confort où la connexion profonde peut se développer. Avant de finir, je veux souligner, la solitude choisie n'est pas l'ennemi, elle est nécessaire. Les moments où vous êtes seul sont les moments où vous vous reconnectez à vous-même. C'est quand vous méditez, vous écrivez, vous créez, vous réfléchissez. L'équilibre est la clé. Pas de solitude constante, c'est l'isolement. Mais pas non plus de connexion constante, c'est l'épuisement. L'équilibre est des moments seuls pour la réflexion, plus des connexions profondes avec les autres pour la nourriture émotionnelle. Je vous pose 3 questions cette semaine. Qui pourrait bénéficier d'une connexion de ma part? À qui puis-je être vulnérable? Et comment puis-je créer intentionnellement de la connexion dans ma vie? Merci d'avoir exploré cette idée large avec moi. Nous sommes des êtres relationnels créés pour la connexion. Dans un monde qui nous atomise, la connexion intentionnelle devient un acte révolutionnaire. Abonnez-vous, partagez cet épisode et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Pas vraiment. À bientôt!